Dans cette vidéo, je vous propose de nous replonger dans l'un des faits divers les plus opaques du XXe siècle. Entre secrets de famille et justice implacable, découvrez pourquoi l'ombre de Gaston Dominici plane encore sur le cinéma français. Voici l'assassin. Gaston Dominici, le grand-père, a avoué son crime. La veille encore, malgré les dénégations forcenées des femmes de la famille qui injuriaient les enquêteurs, sa culpabilité ne faisait plus de doute. Ses deux fils, Gustave d'abord, Clovis ensuite, qui avait fini par parler après 15 mois de silence, avaient montré dans une grange de la Grand-Terre la place où le père était allé décrocher l'arme avec laquelle il allait abattre la famille Drummond et qu'il avait ensuite jetée dans un trou de la Durance. La genèse de l'affaire Dominici est indissociable du traumatisme causé par le triple meurtre de la famille Drummond en août 1952. Sir Jack Drummond, scientifique britannique de renom, son épouse Lady Anne et leur fille Elizabeth sont assassinés alors qu'ils campent sur les bords de la route nationale 96 à proximité de la ferme de la Grand-Terre exploitée par la famille Dominici. Cet événement place la petite commune de Lurs sous le feu des projecteurs du monde entier. L'enquête menée par le commissaire Sebeil se heurte rapidement au mutisme et aux contradictions du clan Dominici, dominé par le patriarche Gaston. Ce dernier, âgé de 75 ans au moment des faits, finit par être accusé et condamné à mort en 1954, avant de voir sa peine commuée puis d'être gracié par le général de Gaulle en 1960. Sous la direction du commissaire Sebeil, autour de la voiture des Drummond ramenée pour la circonstance, on revoyait se dérouler les phases du crime. On revoyait Gaston Dominici faire les gestes de la nuit tragique. Grâce aux efforts du commissaire Sebeil, enfin triomphant après 15 mois de patience, le crime aura son châtiment. Le projet cinématographique prend corps au début des années 70, une époque où le film dossier devient un genre prisé permettant d'interroger les institutions. Cependant, les scénaristes Daniel Boulanger et Louis-Émile Gallet se heurtent à une difficulté majeure. Comment synthétiser 2 ans d'une instruction labyrinthique et un procès fleuve en une œuvre de moins de 2 heures? Si on avait su que ce soit venu faire tuer, eh bien, on serait allé chercher et on les aurait fait coucher à notre maison. Voilà. On les aurait enlevés de là. Le film est le fruit d'une collaboration industrielle complexe, typique des grandes productions européennes de l'époque qui cherchaient à mutualiser les risques et à maximiser la distribution internationale. Le déclic nécessaire à la mise en production du film et surtout à l'acceptation de Jean Gabin pour le rôle-titre provient de la lecture des travaux de Jean Giono sur l'affaire. L'écrivain, qui avait suivi le procès pour l'hebdomadaire Art, a publié des notes sur l'affaire Dominici et un essai sur le caractère des personnages. Giono y décrivait Gaston Dominici non comme un vulgaire assassin, mais comme un seigneur terrien dont la psychologie était inaccessible aux jurés parisiens. Prends-moi la gorge, toi. Prends le bout. C'est là que j'ai tué l'anglais. Et la femme? Ben, là aussi, un coup, puis c'était fini. Et la petite Elisabeth? Ici. Non. Non, c'est pas là. Elle a couru. Ah bon? Est-ce que vous voulez que je cours? Pour Claude Bernard Aubert, l'intérêt de porter cette histoire à l'écran réside moins dans la résolution du crime, dont les mobiles restent à ce jour mystérieux, que dans l'affrontement entre 2 civilisations. Né à Menton, Claude Bernard Aubert est une figure singulière du cinéma français. Il débute sa carrière comme caméraman de guerre, notamment en Indochine. Cette expérience du terrain et de la réalité brute marquera durablement son style de réalisation, un goût prononcé pour le naturalisme et les sujets de société percutants. Son premier film, Patrouille de choc, sorti en 1957, se déroule justement pendant la guerre d'Indochine, où un groupe de soldats français occupe un poste isolé et subit l'assaut des maquisards du Viet Minh.
Parmi la dizaine de films réalisés, l'affaire Dominici reste son plus connu. Après ce projet de prestige, il se tourne vers la production et la réalisation de films pornographiques sous le pseudonyme de Bird Trantbarry. Il reviendra cependant au cinéma plus traditionnel en 80 avec Charlie Bravo, où la guerre d'Indochine est à nouveau au cœur du film. Écoutez, on vous colle au cul depuis des mois, on vous emmerde, d'accord. Mais est-ce que je peux vous poser une question? Non. Vous savez, c'est une belle affaire pour moi. Pour entrer un soir, c'est fini. Mon canard a déjà sa première page toute prête pour demain. L'assassin arrêté. Et vous êtes les vedettes. Bravo. Alors le vieux est coupable, puisqu'on en veut tout ça. Mais entre nous, je suis pas convaincu. Hein. C'est bien foutu de nous, Pépé. J'aimerais pas être à la place du juge. Initialement réticent à l'idée d'incarner un personnage aussi sombre et controversé, Jean Gabin est finalement séduit par la vision quasi shakespearienne du patriarche. Moi, j'étais pas chaud pour le faire. Puis alors, c'est en lisant le bouquin de Giono que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un intérêt à le faire. Parce que finalement, qu'est-ce que tu veux, c'est une histoire... on n'a jamais connu les mobiles. On ne les connaîtra probablement jamais. Et puis il y a le reste. Alors le reste, c'est au public de juger. L'acteur perçoit alors l'opportunité de s'éloigner de ses rôles habituels de policier ou de notable pour explorer une rusticité et une complexité inédites dans sa carrière tardive. Quand tu dis que tu n'étais pas chaud pour le faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne voulais pas être Gaston Dominici ou simplement que c'est le genre de film qui t'intéressait pas? Non, je pense que c'était très épineux de faire cette chose-là, quoi. Enfin, épineux, oui, épineux de faire cette chose-là. Mais de la manière dont Giono a décrit les personnages, ça m'a incité à le faire. J'ai dit, tant pis, on va essayer. Une carrière exceptionnelle qu'il est impossible de parcourir en détail tant elle est riche, mais plusieurs de ses films seront traités sur la chaîne. Né Jean-Alexis Moncorgé à Paris, Jean Gabin débute au music hall avant de devenir, dans les années 30, le visage du prolo tragique et magnétique. Parmi ses films emblématiques, La Grande Illusion, Le Quai des Brumes, avec le célèbre Tas de beaux yeux tu sais, La Bête humaine, Touchez pas au Grisby, le film qui signe son retour triomphal et définit le polar à la française, La Traversée de Paris, Un singe en hiver, Le Clan des Siciliens, et 2 ans avant l'affaire Dominici, Le Chat, un duel psychologique avec Simone Signoret. Oh, les bandits, les salauds. Va me les chercher, que je les ai devant moi pour leur cracher à la figure que c'est eux, les assassins. Moi, j'ai pas connu mon père, mais il m'a fait dans l'amour. J'ai fait mes 2 fils dans l'amour. Moi, j'aurais été en enfer pour mon père. Et eux, ils me dénoncent. Je les renie. J'ai donné le jour à des cochons. Va me les chercher, ces charognards. Va me les chercher. Si Jean Gabin occupe le sommet de l'affiche, l'affaire Dominici demeure fascinant car il réunit, souvent dans des rôles secondaires, une nouvelle génération d'acteurs qui allait dominer le cinéma français des années 70 et 80. Victor Lanoux et Gustave Dominici, qui trouvent ici l'un de ses premiers grands rôles dramatiques. Sa prestation d'un fils tiraillé entre le respect du père et la pression de la justice lui ouvrira les portes du grand public. Quelques années plus tard, Lanoux deviendra une star grâce à Un éléphant ça trompe énormément, La Carapate et la série Louis la Brocante. Je suis descendu et je lui ai dit est-ce que t'as pas entendu des coups de feu? Et il m'a dit oui, c'est moi qui ai tiré. Alors je lui ai dit sur quoi? Il m'a dit sur les Anglais. Je vous remercie, monsieur Gustave. Clovis, moi je sais pas le comportement qu'il a eu. Je sais pas s'il a été poussé à dire des mensonges comme ils me l'ont fait dire à moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, il ne s'arrêtait pas de le dire. Je sais que vous êtes pour rien dans l'affaire, mais il nous faut quelqu'un. Allez, par la suite, on a dit des mensonges, oui. Et jusqu'au jour où ils sont arrivés à nous faire accuser notre père d'assassin. Visage incontournable du cinéma français des années 60 et 70, L'Armée des Ombres, La Piscine, Un papillon sur l'épaule, Paul Crochet incarne ici le commissaire Sébeil, l'enquêteur méthodique.
Son duel psychologique avec Gabin est l'un des moteurs du film. Ah, vous aimez des vieilles histoires, monsieur le commissaire. Avec 3 cadavres bien frais. Vous savez, des armes, on en a tous reçu ici et on se les partageait. On n'était pas tous du même bord, mais on a fait notre devoir. Hein. Je sais. Vous chassiez l'Allemand. Et puis vous nettoyez les uns les autres. Alors ça, c'était nos affaires. Hein. Vous voulez dire que vous faisiez vos affaires? Gérard Depardieu et Zézé Dominici, en 1973, il est encore un jeune acteur à la présence animale. C'est l'année suivante, avec Les Valseuses, qu'il deviendra le monstre sacré que l'on connaît. J'ai menti. Pourquoi? Je sais pas. Et je vous adjure de dire la vérité. Je vais la dire. Ben, vous me l'avez déjà dite. Et vous racontez le contraire. Parce que j'avais encore menti. Pourquoi? Je sais pas. À l'affiche également Gérard Darrieux, un habitué des seconds rôles que l'on verra chez Costa Gavras ou Lautner. Il joue Clovis Dominici et apporte une authenticité rurale indispensable à la crédibilité du clan. Pardon, Clovis. Vous connaissez ça? À qui elle appartient, Clovis? Dites. Allez, dites-moi vite. Vite, vite. Dites. Je la connais pas. Geneviève Fontanelle joue Yvette Dominici. Actrice de théâtre renommée, on la verra dans des films comme Un singe en hiver et Angélique Marquise des Anges. Les Anglaises, la mère et la fille, sont venues ici le 4 août au soir. Jamais de la vie. Elles sont venues chercher de l'eau. Votre neveu Roger Perrin l'affirme. T'es un petit menteur. Elles sont venues avec un seau de toile. Quel seau de toile? Votre mari le dit. Ça m'étonnerait. Vous l'avez dit vous-même à Germaine Perrin. Quel culot. J'ai pas quitté ici toute la journée. Si les Anglaises étaient venues, je les aurais vues. Il y a une chose que je voudrais te dire tout de suite, c'est que je pense que c'est plus une histoire racontée en images qu'un film. On tourne actuellement un film presque sur les lieux du crime, avec Jean Gabin dans le rôle du patriarche de la Grand-Terre. Mais en faisant revivre ce fait divers hors série, les cinéastes ont réveillé les mauvais souvenirs que les gens du pays veulent oublier. Le tournage, qui s'est déroulé en 1972, a fait l'objet d'un soin particulier pour garantir une authenticité géographique. Contrairement à de nombreuses productions qui utilisent des décors de studio, Claude Bernard Robert a insisté pour tourner dans les Hautes-Alpes, à Ribier et à Pépin, des localités très proches du lieu réel des crimes. Cette immersion dans le paysage de Provence n'était pas seulement un choix esthétique, mais une nécessité pour que les acteurs s'imprègnent de la rudesse du climat et de la topographie, élément essentiel pour comprendre le caractère fermé du clan Dominici. L'un des choix les plus discutés de la production fut celui de la langue. Tous ces personnages, puisqu'il y en a qui existent encore, parlent avec l'accent du Midi ou en provençal. Bon, alors il fallait prendre une décision. On ne pouvait pas jouer avec l'accent du Midi ou parler en provençal. Pour des raisons d'accessibilité commerciale et sous l'influence de Jean Gabin, qui refusait de jouer avec un accent artificiel, le film a été tourné en français standard. La photographie a été confiée à Ricardo Aronovitch, un illustre chef opérateur que j'ai eu la chance de rencontrer une fois pour un projet de court-métrage et qui a travaillé avec Costa Gavras, Louis Malle ou encore Yves Boisset. Alors moi, ça me paraît invraisemblable que ce crime ait été commis par Gaston Dominici ou par un membre de la famille. En toute sincérité, je ne le crois pas. Je m'en porte garant. Il n'y aura personne qui pourra trouver que c'est autre que le père Dominici. Je vais te dire une chose. Pour moi, il n'est pas coupable. Ah, dis donc, tu me suis partout, toi. Oui, monsieur. Je vais dormir là. Ah.
here, Elizabeth. À sa sortie, le 7 mars 1973, l'affaire Dominici rencontre un accueil public chaleureux, porté par l'intérêt persistant des Français pour ce mystère criminel non résolu et par le prestige de son casting. Le film s'est imposé comme l'un des succès marquants de la saison, avec plus d'1 300 000 entrées. Pour remettre ces chiffres en perspective, l'année 1973 a été dominée par des phénomènes tels que les aventures de Rabbi Jacob ou Mon nom est personne. Dans ce contexte, atteindre le cap du million d'entrées pour un drame judiciaire sérieux et sans concession était une performance notable pour les producteurs. La musique est un élément clé de l'atmosphère du film et elle est signée par l'un des grands mélodistes du cinéma français, Alain Goraguer. Arrangeur et orchestrateur historique de Serge Gainsbourg puis de Jean Ferrat, il possède une science unique pour créer des ambiances mélancoliques et entêtantes. En plus de l'affaire Dominici, il signe cette année-là la partition expérimentale du film d'animation La Planète Sauvage de René Laloux. Il composera également la musique de Sur un arbre perché ou encore Le Silencieux. Pour le film de Claude Bernard Aubert, Alain Goraguer a écrit un thème principal empreint d'une certaine mélancolie, composé de 11 notes descendantes. La musique privilégie les cordes discrètes, les bois et la guitare. Elle ne cherche pas à souligner le suspense ou l'horreur du crime, elle accompagne plutôt la chute du patriarche et le sentiment d'inéluctabilité qui pèse sur la famille. L'affiche est un modèle de composition dramatique qui repose entièrement sur la dualité entre l'homme et l'arme. Gabin ne fixe pas le spectateur, ses yeux sont baissés, fuyants ou chargés de lassitude, ce qui renforce l'ambiguïté du personnage. L'arme semble sortir du cadre blanc inférieur pour empiéter sur l'image du patriarche. Elle est le lien direct entre le suspect et le crime. La présence de la ficelle jaune autour évoque immédiatement une pièce à conviction. Contrairement à l'affiche française, qui reste pudique sur le drame, l'italienne choisit de représenter la scène de crime de manière frontale. En montrant les victimes, elle joue sur l'émotion et l'horreur pour attirer le spectateur, une approche typique des affichistes italiens, qui privilégient souvent l'aspect mélodramatique ou spectaculaire. Vous venez encore m'emmerder? Tâchez d'être poli. Sinon, je vous inculpe d'outrage à magistrat. Alors, on peut même plus parler. Justement, si vous nous donniez quelques renseignements. Quel renseignement? Au sujet du crime. Oh! Lui qui a fait ça est beaucoup trop malin, beaucoup plus malin que toi. En tout cas, il faudrait que tu sois plus vicieux. Celui qui a fait ça, je l'arrêterai. Eh ben, si tu l'arrêtes, on fera ribote. L'affaire Dominici est une reconstitution fidèle et engagée de l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses et controversées de l'histoire judiciaire française. C'est à dos que j'ai découvert ce long métrage lors d'une diffusion télé, probablement en septembre 80, car ce jour-là, il a fait l'objet d'un débat dans la célèbre émission Les Dossiers d'écran. Il y a deux déclarations de Gaston Dominici au cours de l'enquête qui doivent, je crois, être prises en considération. La première, c'est celle qu'il a faite au commissaire Sebeil le premier jour de l'enquête. Il a dit « Madame Drummond, ou la femme, est tombée près du mûrier, elle n'a pas souffert ». Il y a ça dans le rapport du commissaire Sebeil. Or, comment pouvait-il le savoir? Bon. Deuxième déclaration qu'il a faite, si j'ai bonne mémoire, à Jacques Chaput, quelques jours après, en parlant de la petite. Elle a crié. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est à partir de là qu'elle a crié. Je garde du film un souvenir marquant en raison de son approche réaliste et surtout la prestation de Jean Gabin. J'y reviens un peu plus loin. Le cœur du long métrage est une critique sévère du système judiciaire et policier français des années 50. Absence de preuves matérielles tangibles, aveux rétractés, méthode d'investigation médiocre, influence de l'intime conviction plutôt que des faits, pression des supérieurs hiérarchiques et des médias en quête de sensationnalisme. Mais c'est pas Gustave qui a fait le coup, c'est le vieux. Qui? Le père Dominici.
Écoutez, mon vieux, cette affaire a trop duré. On a tous les jours les Anglais sur le dos et la chancellerie s'énerve. Alors il faut en finir. Vous avez un coupable, bouclez-le. Un coupable, oui, mais pas de mobile et pas de preuve. Qu'est-ce que vous avez alors? La conviction profonde. Eh bien, ça fait l'affaire, c'est l'essentiel. Le film montre comment on a besoin de fabriquer un coupable rapidement pour clore l'affaire et décrit un monde rural archaïque, patriarcat écrasant, omerta familiale, analphabétisme, règlement de compte interne. La famille Dominici incarne une France profonde encore très traditionnelle, hostile aux intrus et aux institutions extérieures. Décidément, t'as rien à foutre. Vous fâchez pas, grand-père. J'étais venu en passant. Alors, comment ça va? Quelle nouvelle? Oui, ben maintenant, fous-nous la paix, on a payé. Je vais être obligé de déménager pour être tranquille. Je veux passer pour trinquer. C'est tout. Bon, alors Marie, donne-lui un verre, et vite. L'affaire Dominici pointe également du doigt une justice de classe ou de circonstance. Bernard Robert ne tranche pas explicitement, il n'est pas juge, mais accumule les incohérences pour semer le doute sur la culpabilité de Gaston. Vous connaissez cette arme? Non. Non, j'ai jamais vu. Ce pantalon-là, c'est à vous? Quel pantalon? Ben, j'en vois qu'un. Non, moi je porte que des bleus, moi. C'est mon père qui porte des bleus. On en laisse tomber. L'un des grands atouts de l'affaire Dominici est sa distribution. Jean Gabin est magistral, bourru, autoritaire, rusé, patriarche craint et respecté par la peur qu'il inspire. Il apporte une profondeur et une véritable humanité au personnage. C'est une performance crépusculaire puissante, sans doute l'une de ses meilleures. Une dernière fois, qu'avez-vous fait dans la nuit du 4 au 5 août 1952? Et toi, commissaire, tu te rappelles de ce que t'as fait? Un salaud. Un salaud a tué une enfant. Et je connais ce salaud. Le salaud, c'est vous. Qu'est-ce que tu racontes? La réalisation de Claude Bernard Robert reste fonctionnelle, proche d'un travail de reportage ou de téléfilm de qualité, avec une caméra souvent en observation. Cela sert le projet de reconstitution chronologique minutieuse de l'enquête et du procès. Alors, tu as vu une couverture d'élite quand? Bien. Place la couverture comme tu l'as vu. Et prends. Tu vas le faire ou quoi? Parmi les points forts du film, des paysages provençaux magnifiques qui contrastent avec la violence du crime et la noirceur des relations humaines, la photographie de Ricardo Aronovich, ainsi qu'une efficacité narrative dans la description de la confusion de l'enquête, comme la contamination de la scène de crime par les curieux et journalistes ou les revirements de témoins. Circulez, messieurs, circulez, s'il vous plaît, circulez, circulez. Touche pas à ça. Viens. Moins flamboyant que d'autres films de procès, l'affaire Dominici est une réussite comme reconstitution historique et critique sociale. Il compense par sa rigueur et sa force documentaire et reste l'une des meilleures adaptations d'un terrible fait divers français qui continue de susciter des interrogations sur la justice et sur la manière dont une vérité judiciaire se construit ou se déconstruit au fil des témoignages et des pressions sociales. Il y a quand même quelque chose que j'avale pas. Ouais. C'est pas possible que le vieux ait sauté l'anglaise. Le rapport d'autopsie le confirme. Pas de rapport sexuel. Alors pour les aveux, on peut se les mettre au panier. Ne vous emballez pas, vous êtes encore jeune. Moi, je préfère des aveux stupides à pas d'aveux du tout. Allez, roulez. Le film est devenu populaire grâce à ses nombreuses diffusions télé et a bénéficié très tôt d'une édition VHS. En 2020, sous l'impulsion de TF1 avec l'aide du CNC et grâce au travail de l'éditeur Coin de Mire Cinéma, il a fait l'objet d'une restauration complète en haute définition à partir du négatif original. Ce processus a permis de corriger les altérations chimiques de la pellicule et de stabiliser l'image,
rendant au film son éclat d'origine. Il est disponible en combo DVD Blu-ray. Sur ce dernier, le piqué est bon et les contrastes bien gérés. Alors certes, ce n'est pas la restauration de l'année, mais c'est un plaisir de redécouvrir l'affaire Dominici dans cette qualité. Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? La routine, une perquisition. Ah, tu t'emmerdes pas, toi, t'as un bon métier. Tu te promènes, tu manges bien et t'encaisses à la fin du mois. Promener des chèvres, c'est pas mal non plus. Et puis en plus, tu rentres dans la vie des autres. Tu fouilles, tu farfouilles. Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu te figures que je vais tout foutre en l'air pour 2 femmes qui se déshabillent au bout de mon champ? Hein? Fous-moi le camp. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.